elle est transmise héréditairement. Il y a une expression qu'on retrouve toujours dans la littérature, c'est que la hauteur faciale, elle est transmise héréditairement par la maman et la longueur de la mandibule par le papa. Donc, les faces longues présentent une extension et augmentation de l'angle cervico-facial. C'est vrai, l'angle cervico-facial, c'est l'angle qui est fait entre la base du crâne et le rachis cervical. Donc, certaines familles prédisposent à ce facteur. On va dire certains enfants héritent d'une augmentation, d'une orientation donc faciale caractéristique entraînant une augmentation de la base de l'angle cervico-facial, ce qui prédispose à l'apparition, on va dire, du syndrome d'Oppenbite. Les facteurs locaux, ce sont les facteurs fonctionnels. Vous avez l'insertion musculaire postérieure, une insertion musculaire postérieure, des muscles masséters, je dis bien des muscles masséters, donc une insertion postérieure des muscles masséters, n'est-ce pas, elle entraîne au fait une augmentation de la dimension verticale. Elle a une influence sur la dimension verticale. Et donc, toute augmentation de la dimension verticale risque d'entraîner l'apparition du syndrome d'Oppenbite. Et également, l'activité des muscles masticateurs qui restent déséquilibrés avec la prédominance des sus éoïdiens. Maintenant, c'est les muscles abaisseurs qui prédominent pendant la mastication. Et donc, si c'est tel est le cas chez le jeune enfant, ça va favoriser toujours une position basse de la mandibule et donc l'apparition du syndrome de l'Oppenbite. Vous avez également l'histoire de la DDM postérieure, maintenant les malpositions dentaires au niveau postérieur de l'arcade. Ça va entraîner l'apparition des interférences occlusales. Et ces interférences, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc, au fait, modifier le plan d'occlusion et par voie de conséquence, entraîner une augmentation de la dimension verticale et donc favoriser la croissance verticale exagérée chez l'enfant. Donc, vous avez les autres facteurs fonctionnels tels que les troubles respiratoires. Donc, c'est clair, hein, les troubles respiratoires avec toutes les causes qui sont citées dans la littérature, étroitesse des cavités nasales. Et l'étroitesse, c'est une anomalie anatomique. C'est-à-dire toute narine étroite présente peut-être en fait plus de risque à l'enfant de développer une respiration buccale dès lors qu'un problème même minime au niveau donc, de la fonction on va dire de la muqueuse nasale se déclenche, donc ça risque de virer de faire évoluer donc la ventilation vers une ventilation pathologique. La déviation anatomique de la cloison nasale, les sinusites, les cornées enflammées, hypertrophiées, c'est les anomalies, les états inflammatoires, au fait, qui deviennent, au fait, même s'ils sont traités, ils rechutent, ils sont traités, ils rechutent. C'est des anomalies, c'est des problèmes qui récidivent, et donc ça va faire évoluer la ventilation vers une ventilation pathologique. Et donc cette situation va tout simplement entraîner une adaptation de la posture de la mandibule vers une position basse, ce qui fait évoluer l'enfant vers une respiration, vers une croissance verticale des maxillaires. Vous avez également, alors, suivant, bien sûr, les amygdales, l'hypertrophie, etc. Vous avez également cette histoire d'interposition de la langue aussi qui participe à l'excès de vertical antérieur. Cette interposition, soit les primaires primaire ou la secondaire. Primaire, maintenant, l'interposition de la langue a la langue في حد ذاتها. واش معناتها une langue qui est en fait volumineuse, macroglossie, soit c'est une macroglossie réelle ou donc relative. Hein. Primaire également, c'est en relation avec la position de la langue en rapport elle-même avec un frein lingual qui est mal inséré. Donc, ces anomalies de volume, de posture et d'insertion du frein lingual vont agir sur la position basse de la langue et donc entraîner la mandibule en position basse et donc favoriser une croissance exagérée dans le sens vertical. Ou bien, vous avez également une origine secondaire, maintenant la langue elle est basse,
la langue, le volume taha, est normal, l'insertion taha est normale du frein lingual, seulement elle est basse. Pourquoi? Parce que le patient ne respire pas la bouche, parce que le patient a de végétation, parce que le patient a des amygdales hypertrophiées qui bloquent en fait, les voies aériennes, et parce que vous avez la succion digitale, le patient il suce son pouce. Toutes ces situations favorisent une position basse de la langue, qui est une position secondaire, d'où donc position, ce qui entraîne une posture basse de la mandibule. Lorsque la langue s'abaisse, l'osioïde est abaissé, et donc ce sont les abaisseurs de la mandibule qui sont dominants, et donc ça va orienter la croissance vers le bas, et donc l'apparition de syndrome d'open bite ou bien de l'excès vertical antérieur, comme vous voulez. Donc, les facteurs iatrogéniques, ça, c'est aussi, ça a été cité dans la littérature, c'est pas très fréquent, mais remarquez quand même que euh, quand, on, quand une contre-indication thérapeutique n'est pas respectée, hein, donc c'est-à-dire un appareillage n'est pas bien utilisé selon les indications posées, d'accord, et bien ça risque d'entraîner l'apparition d'un open bar. Par exemple, un enfant qui a une malocclusion ou a déjà un étage inférieur qui est légèrement augmenté, on a par exemple les élastiques intermaxillaires, on a les forces extrabuccales qu'on va placer et sans faire attention sur le déplacement des molaires, hein, parce que les forces extrabuccales vont prendre appui sur les molaires maxillaires. Et donc, s'il n'y a pas une attention particulière sur la position des molaires, sur le déplacement des molaires par l'effet des forces extrabuccales, on risque d'avoir un excès, on va dire, un excès dans la dimension verticale, c'est-à-dire les dents postérieures vont se déplacer dans le sens vertical, qui vont encore aggraver la dimension verticale euh, donc l'étage inférieur qui est déjà donc légèrement augmenté. Et donc, si c'est réalisé chez un enfant en pleine croissance, ça va évoluer vers un syndrome d'open bite. Ou bien une plaque palatine qui n'est pas utilisée selon les règles, l'activation de l'arc vestibulaire ou bien des éléments donc, accessoires de la plaque palatine qui ne sont pas faits, qui ne sont pas réalisés selon les règles, ou là avec attention, on s'acharne dans l'activation des plaques palatines, ce qui fait, ça va entraîner donc des réactions et des répercussions sur le déplacement des molaires. Et donc, s'il y a égression des molaires à cause de cette activation exagérée, il va y avoir donc une augmentation de la dimension verticale et qui va avoir également une répercussion sur la croissance exagérée du sens vertical, dans le sens vertical. Les activateurs également, les disjoncteurs, hein, les masques de Döhler, tout ça, j'aurai l'occasion de vous montrer à la rentrée des diapos pour conforter donc ces réponses, pour vous permettre justement de mieux comprendre un peu la situation. Alors, tous ces éléments, tous ces dispositifs, quand ils ne sont pas donc au fait bien contrôlés, ils vont avoir des répercussions sur le mouvement dentaire. Le mouvement dentaire, maintenant, nous allons avoir des égressions. Et l'égression, elle est à l'origine de l'apparition du syndrome d'open bite. La même chose, hein, les distalisations molaires exagérées peuvent entraîner des répercussions sur la croissance verticale. Voilà donc un syndrome d'open bite. Les étudiants, est-ce que vous m'entendez, oui ou non? Vous m'entendez? Vous m'entendez, les étudiants? Vous m'entendez, les étudiants, oui ou non? Donc, est-ce que vous voyez les diapos? Oui. Oui. Donc, regardez le syndrome d'open bite. C'est quelques diapos. Le syndrome d'open bite, vous avez la béance qui est circulaire. Regardez la céphalométrie. Vous avez donc un étage inférieur qui est très augmenté, béance labiale. La béance, regardez, elle est étendue hein, jusqu'au niveau des molaires. Hein. Vous voyez bien. Vous avez le ramus qui est diminué, l'angle qui est ouvert. Vue de face, regardez, vue de face. Hein. Vous avez un étage inférieur
qui est en fait disproportionné par rapport aux autres étages. Regardez l'angle mandibulaire sur le plan cutané. Si vous le palpez, vous sentez qu'il est ouvert. Et vous avez ici un profil qui est tout de même ni cisfrontal, ni peut-être orthofrontal. Il est plutôt transfrontal. C'est un profil plutôt orthofrontal. Maintenant, la patiente a un syndrome vertical avec très peu de participation du sens sagittal. Là, on vous montre l'angle du rachis cervical hein, qui prédispose. C'est ça l'angle crânio-cervical. Cet angle crânio-cervical qui passe par la base du crâne et le rachis cervical, quand il est augmenté chez certains patients, il y a une prédisposition familiale à l'augmentation, à l'ouverture de cet angle. Et bien cet angle, s'il est ouvert chez un enfant, donc à un âge précoce, il peut favoriser la descente de la mandibule, c'est-à-dire la croissance verticale exagérée de la mandibule avec l'installation du syndrome d'open bite. Vous avez cette fillette en observation donc, dans le service d'ODF. Vous avez donc, elle présente un syndrome d'open bite avec une béance qui est presque généralisée et avec un profil plutôt orthofrontal. Maintenant, sur le plan sagittal, la mandibule taha n'a pas un problème sagittal de classe 2 bien de classe 3, c'est plutôt une classe 1 avec open bite, ce qui est assez rare à voir dans les consultations. Donc, je vous dis bien que ce n'est pas très fréquent donc, de voir justement ces béances isolées du sens sagittal. Dima, un le sens sagittal, Dima, il est plus ou moins donc incriminé. Par exemple, ici, regardez cette patiente avec une béance, regardez, généralisée, avec endognathie, puisque vous avez une occlusion inversée bilatérale, et que, regardez le montant TAHA, il est important. Ça, c'est un syndrome d'open bite, d'accord, mais associé à une classe 3, chose qu'on a vu la semaine passée, d'accord. La semaine passée, Chefna, donc, on a vu la semaine passée la forme clinique classe 3 open bite. Donc voilà. Voilà une autre vue céphalométrique avec un syndrome d'open bite, un angle ouvert, un étage inférieur augmenté, une béance généralisée. Kif a une vue céphalométrique d'un syndrome d'open bite qui est très très sévère avec une analyse céphalométrique particulière, celle qu'on appelle architecturale de Döhler. L'analyse architecturale de Döhler, c'est une analyse qui est dédiée au syndrome qu'on doit traiter par la chirurgie. Maintenant, dans certaines situations, lorsque les syndromes d'open bite sont exagérés, il ne s'agit plus de faire un traitement orthodontique isolé, ni orthopédique, il s'agit de faire un traitement orthodontico-chirurgical. Et pour ce faire, donc, il faut faire une analyse appropriée, celle décrite par Döhler, qui dit analyse architecturale de Döhler, que vous voyez ici avec un tableau, avec plein de mesures de cette analyse, et qui sont extrapolées et réalisées sur ce cliché céphalométrique d'un patient qui présente un syndrome d'open bite. Voilà ça pour le syndrome d'open bite et après on passe au syndrome de deep bite. Je ne sais pas si vous, il est quelle heure. Et voilà, donc les étudiants, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on termine le syndrome deep bite la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions sur le syndrome d'open bite? Est-ce que vous m'entendez, les étudiants, s'il vous plaît? Mais voilà, donc on a terminé le syndrome d'open bite. La prochaine fois, on verra le syndrome de deep bite.